Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'œuvres à critiquer. Bonjour tout le monde, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Yu-Gi-Oh! Donc on va commencer comme d'habitude avec un petit résumé. Yu-Gi-Oh! Est un manga écrit et dessiné par Kazuki Takahashi. Prépublié dans le Weekly Shonen Jump de septembre 1996 à mars 2004, il a été édité en France par Kana. Résumé, Yugi Muto est un jeune lycéen timide et expert en jeux de société. Un jour, il arrive enfin à résoudre le puzzle du Millennium, un objet trouvé par son grand-père en Égypte. En le résolvant, il reçoit en lui l'âme d'un pharaon égyptien, un maître des jeux des ombres. Maintenant que vous avez des bases sur ce qu'est Yu-Gi-Oh! On va commencer par le commencement avec la première partie méconnue du manga. Il faut savoir qu'à l'origine, dans cette première partie, le jeu de cartes n'est pas présent. Il représente moins d'une dizaine de chapitres sur les 7 premiers tomes, soit un total de 60 chapitres. Durant cette période, on va suivre un Yami Yugi beaucoup plus malfaisant que ce que les gens connaissent de lui. Je dis Yami Yugi car tout le monde le connaît sous cette dénomination, alors que dans le manga, il n'a pas de nom, c'est juste l'autre. Puis, plus tard, on va l'appeler l'esprit du pharaon. Pareil, je vais donner les noms de la VF, car si je vous dis Jonouchi, Honda ou Anzu, je suis sûr que je vais perdre 90% des gens. Donc, on va dire Joey, Tristan, Théa et Yami Yugi. Pour en revenir à ce dernier, il va affronter des gens dans des jeux des ténèbres qui se terminent par une punition qu'on n'a pas très envie de recevoir. Il a un petit côté justicier de l'ombre, underground, un petit peu violent sur les bords façon Punisher. Parce que entre balancer des explosifs à une personne, en brûler un vivant ou voler leurs âmes, il y a beaucoup plus sympa comme héros de shonen. Cette partie du manga est aussi pour Kazuki Takahashi un moyen de présenter différents jeux. Certains sont sûrement issus de son esprit, comme les Capsule Monster, le Monster Fight ou encore le jeu de cartes de dragon chinois, alors que d'autres sont issus de notre réalité, tels les Tamagotchi, les yo-yo ou les jeux d'arcade. Oui, je me répète, Yu-Gi-Oh! Avant d'être ce monstrueux jeu de cartes japonais, c'est surtout un manga qui parle de jeux en général. Des jeux qui, comme je l'ai dit, sont morbides, car Yami Yugi y ajoute son jeu des ténèbres, qui est une punition pour son adversaire, qui à chaque fois a fait le mal. La quintessence de cette horreur reste l'arc d'Esti, où c'est littéralement un jeu de vie ou de mort entre Yugi et Kaiba. Vas-y que tu te prends des châtaignes qui peuvent te tuer, vas-y que tu te déplaces sur des chaises électriques ou que t'affrontes un tueur en série. En vrai, cette première partie de Yu-Gi-Oh! Elle a vraiment une ambiance totalement différente du reste du manga et même des shonen neketsu en général. Un esprit bien plus underground, des jeux macabres, des looks gothiques, des adversaires qu'on croirait tout droit sortis de manga Furio. Après une 60aine de chapitres, l'histoire de jeu de Yugi change du tout au tout. Si jusqu'à présent Yugi jouait à des jeux différents à chaque fois, avec des arcs plus ou moins longs, par exemple le jeu de rôle de Bakura dure un tome entier, tout comme le Desti, là où le reste des jeux durait entre 1 et 2 chapitres. À partir du volume 8, l'auteur concentre sa série sur le jeu Magic and Wizard, ou Duel de monstres dans la VF de l'animé. Un jeu qu'on avait vu 2 fois dans la série, la première fois pendant 2 chapitres dans le volume 2, où Yami Yugi affronte Kaiba. La seconde fois avec la fin de l'arc d'Esti, où Yugi affronte une nouvelle fois Kaiba. Combat qui est le premier de l'animé avec le mythique finish Exodia. Et je me suis longtemps posé la question, qu'est-ce qui avait poussé Kazuki Takahashi à aller dans cette direction-là plutôt qu'une autre? En faisant des recherches, je suis tombé sur un article qui résume un interview sans citer de source, ça serait la popularité du jeu.
Et pour être exact, ce sont les fans qui, avec leur retour, ont poussé les éditeurs à mettre ce jeu bien plus en avant. Ça, et sûrement aussi le fait que parmi tous les jeux qu'on avait jusqu'à présent, c'est peut-être le plus simple à reproduire dans la vraie vie. Parce que honnêtement, ils ont l'air stylés les capsules Monster ou les Monster Fight, mais ça a l'air infâme à jouer. Et quand en plus tu peux calquer ton système économique sur un jeu qui existe déjà, je parle bien sûr du jeu Magic, c'est encore plus facile. Surtout que ton nouveau produit a le droit à un manga et un animé qui va promouvoir ce jeu pendant des décennies. Et là, je me rends compte que je n'ai toujours pas parlé de cette seconde saga de Yu-Gi-Oh!, l'arc que tout le monde connaît, l'arc du Royaume des Duelistes, ou encore l'arc de Pegasus. J'ai pas grand chose à dire sur cet arc, c'est pas qu'il soit mauvais, non, loin de là, mais je pense que tout le monde connaît cet arc. Bien qu'il y ait énormément de différences entre le manga et l'animé, mais ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo, je vois pas ce que j'aurais à dire, si ce n'est que en le comparant avec l'arc suivant, l'arc de Battle City. Mais je ne dirais que deux choses. Pegasus pue la classe, que ce soit dans le manga ou l'animé. Et il y a des morts dans cet arc qui ne sont pas présents dans l'animé, et bon Dieu que c'est violent. Maintenant, je vous propose qu'on parle de l'arc suivant, l'arc de Battle City. Un arc qui est sûrement l'un, voire le plus populaire de toute la série Yu-Gi-Oh! Car il marque l'arrivée des dieux égyptiens, mais aussi l'arrivée de véritables règles dans la série. Parce que durant les 8 tomes de l'arc du Royaume des Duelistes, les règles du jeu, c'était pas encore vraiment ça. Les notions de sacrifice n'existaient pas, les étoiles étaient plus là pour représenter la rareté qu'un niveau, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore on a des monstres 5 étoiles qui puent leur grande race. Attaquer son adversaire directement, c'était impensable. Et surtout, une erreur qui n'en est pas une, c'est que beaucoup de cartes ont été modifiées au fil du temps. Par exemple, des cartes qui ne nécessitaient pas de cartes fusion en ont désormais besoin. Des monstres normaux sont donc devenus des monstres fusion. L'exemple le plus connu, ça reste le Spadassin des Flammes de Joey, qui est sûrement devenu un monstre fusion pour introduire cette notion dans le jeu de cartes. Parce que honnêtement, fusionner un monstre pour avoir un truc à 1800, ça pue ses grands morts. Si l'arc du Royaume des Duelistes était expérimental au niveau du jeu, l'arc Battle City va créer toutes les véritables règles qu'on utilise aujourd'hui, avec bien sûr encore quelques améliorations depuis. Car au final, même l'auteur l'a avoué dans un mot, si les règles sont aussi farfelues, c'est pour le spectacle, le côté rebondissement inattendu. Bah oui, niquer la lune pour ensuite électrocuter plein de monstres poissons, c'est juste pour le spectacle, en vrai ça n'a ni queue ni tête. L'arc Battle City, c'est aussi l'arc qui va apporter un but à notre héros. Car jusqu'à présent, Yugi et son homologue n'avaient aucun réel objectif. Ils avaient des buts dans un arc. Dans le Desti, il fallait venger le papy. Dans le Royaume des Duelistes, il fallait sauver le grand-père de Yugi une nouvelle fois. Putain, en vrai, j'y pense, son grand-père, c'est une putain de princesse Disney. Mais ça, c'était des objectifs d'arc, pas de la série. Le titre du manga, Yu-Gi-Oh! En japonais veut dire le roi du jeu. Qui peut être le but de Yugi? Mais à aucun moment dans le manga, il est dit clairement que Yugi veut devenir le roi du jeu. Ou alors j'ai raté une case. Surtout que pendant le mini-arc sur Duke Devlin avec les jeux des dés, on apprend que quand Yugi a résolu le mystère du puzzle du Millennium, il est devenu le roi du jeu. Donc même le titre est trompeur, car en fait le héros a déjà accompli ce pseudo-objectif dès le premier chapitre. C'est impressionnant de se dire qu'il a fallu plus d'une quinzaine de tomes pour donner un réel objectif au protagoniste, à savoir retrouver son véritable nom. Car l'entité qui sommeille en Yugi, Yami Yugi, est en réalité l'esprit d'un pharaon vieux de plusieurs millénaires qui a perdu son identité, et dont la seule trace du nom a été effacée d'une gravure datant de 3000 avant Jésus-Christ. Ainsi, l'arc renforce son background Égypte antique, déjà un peu présent dans le passé avec le personnage de Shadi et les objets du Millennium. L'arrivée des dieux égyptiens va enrichir cet univers. Ce nouvel arc est aussi l'occasion pour l'auteur d'améliorer la mise en scène de ses affrontements. Dans le Royaume des Duelistes, tous les duels étaient sur une table, avec un système de 3D pour matérialiser les cartes. Les tables avaient des décors différents pour donner des bonus aux monstres, et avec l'absence de règles bien définies,
on avait le droit à une mise en scène assez incroyable lors des duels. Comme j'ai dit, l'auteur préférant des retournements spectaculaires a de la logique. Pour ça qu'on n'avait aucune règle durant cette partie de Yu-Gi-Oh! Mais ça restait tout de même très minimaliste, car au final, les duellistes étaient assis sur une table avec leurs monstres en tout petit dessus. L'animé a essayé de rendre ça bien plus spectaculaire avec les méga arènes de duellistes qu'on connaît. Avec l'arc Battle City, l'auteur a poussé sa mise en scène avec les duel disques. Les affrontements peuvent se faire désormais n'importe où, et ce qui était autrefois des petites créatures sur une table sont désormais des monstres gigantesques qui peuvent être bien plus grands que leurs propriétaires. Ça permet aux dieux égyptiens qui sont introduits avec cet arc d'être encore plus impressionnants. Car déjà que certains monstres sont bien plus grands que les héros, les dieux égyptiens sont littéralement titanesques. Des monstres gigantesques dignes de Godzilla qui recouvrent totalement le terrain de leur présence écrasante. Pour le reste de l'arc et son déroulement, on reste sur un arc tournoi classique des shonen. Des méchants très méchants, chaque adversaire a ses duels ultra cool, des moments forts et limites iconiques. Avec une phase finale qui monte encore d'un cran la surdose de démesure pour finir sur un final explosif au sens propre comme figuré. Kaiba étant un gros malade mental. Petit aparté avant de passer à la suite, l'anime a été très bon sur 2-3 points. Par exemple, dans l'arc du Royaume des Duellistes, il nous offre un duel inédit entre Yugi et Joey pour la 2e place du tournoi. Pareil pour Battle City, on a la petite finale pour la 3e place entre Joey et Kaiba. Il est temps de parler du dernier arc de la série, sûrement peu connu du grand public. Parce que le nombre d'hors-séries qu'a eu la série animée a perdu les gens. Je suis sûr que plus de gens connaissent l'arc de Noah, le demi-frère de Kaiba dans un monde virtuel, ou encore l'Oricalque, qui ne sont pas canons, que l'arc de l'Égypte. Enfin bref, passons. Le dernier arc de Yu-Gi-Oh! L'arc de l'Égypte ancienne, ou du monde des souvenirs. Un arc pour Yami Yugi, ou plutôt son passé de pharaon, qui, après avoir obtenu les 3 dieux égyptiens à la fin de Battle City, a accompli une partie de son objectif, retrouver son nom et sa mémoire, mais avant ça, il va avoir droit à un méga arc dans son passé. Yami Yugi va revivre les moments de son passé qui ont conduit son âme à être dans le puzzle du Millennium. Yami Yugi se retrouve donc plongé dans les souvenirs de son passé à une époque où il était pharaon, à une époque où il était entouré de 6 prêtres, possesseurs des 6 objets du Millennium, à une époque où les gens s'affrontaient avec des monstres des ténèbres qui donneront plus tard naissance au duel de monstres. Si jusqu'à présent le côté Égypte du manga pouvait signifier un certain amour pour une certaine partie du manga Jojo Bizarre Aventure, avec cet arc on se rend vraiment compte de l'influence d'Araki sur ce titre. Les duels de monstres sont toujours présents, sauf que cette fois il n'y a plus de cartes, il n'y a plus de disques. Les possesseurs d'objets du Millennium invoquent par eux-mêmes des esprits, tels des manieurs qui invoqueraient leur stand. Au niveau des combats, on n'est plus sur des stratégies qui reposent sur des cartes qu'on va poser, mais sur des combats dignes d'une partie de Jojo Bizarre Aventure. Certes, l'auteur rajoute au fur et à mesure des pouvoirs aux méchants pour créer du rebondissement, mais il y a réellement cet esprit Jojo avec pour la plupart des personnages une créature unique avec un pouvoir unique. L'arc est aussi un moyen de revenir sur l'origine de beaucoup de choses, notamment les objets du Millennium et leur création effroyable. Ainsi que la naissance de 2 cartes qui sont devenues des créatures iconiques, que dis-je, les symboles du manga Yu-Gi-Oh!, le magicien des ténèbres et le dragon blanc aux yeux bleus. Au final, l'arc proposera un affrontement entre le bien et le mal, avec la naissance d'un grand méchant, Zork Necrophedius. Ainsi que la révélation que cet arc était, comme le début du manga, un simple jeu, le Dark RPG. Bakura, le méchant de toujours, affronte Yami Yugi dans un ultime face-à-face entre le bien et le mal. Affrontement qui va être aussi proposé à Yugi, qui va prendre en assurance. Et au final de cet arc, Yami Yugi découvrira son véritable nom, perçant ainsi le mystère du puzzle du Millennium et du secret de son passé. Mais pour autant, le manga n'était toujours pas conclu, car maintenant que le pharaon avait retrouvé son nom, il lui fallait désormais renvoyer son âme auprès des siens. Pour cela, les 7 objets du Millennium devaient retourner à l'endroit de leur création,
et les deux êtres qui depuis le premier chapitre étaient ensemble devaient désormais se livrer un duel. Un duel entre Yugi et le pharaon. Un duel qui déterminera qui serait désormais le roi du jeu. Et d'un côté, on avait Yugi, jeune garçon au départ chétif et sans assurance, face au puissant pharaon, possesseur des 3 dieux égyptiens. L'auteur nous livre alors un duel plein de rebondissements, durant lequel Yugi va vaincre un à un les dieux égyptiens, et vaincre son double, prouvant ainsi qu'il est le plus fort, permettant ainsi à l'âme de son meilleur ami de pouvoir reposer en paix. Le pharaon ayant accompli son objectif de retrouver sa mémoire, et Yugi ayant enfin gagné la confiance en lui qui lui manquait. Et je vais être sincère, j'ai lâché une putain de larmes en relisant ce duel. En relisant ce passage, j'ai énormément pensé à un autre manga qui s'est terminé plus ou moins de la même manière. Je parle de Naruto avec son duel final entre Naruto et Sasuke. Et putain, quand tu te tapes les 38 tomes de Yu-Gi-Oh! Avec ce final entre Yugi face au pharaon, je vais me faire des ennemis, mais celui de Naruto contre Sasuke, à la fin, il pue grave du cul. Et on se rend compte à quel point la rivalité et l'amitié entre ces deux personnages étaient nazes. Voilà. Après avoir parlé des différentes parties de Yu-Gi-Oh! Il est temps pour moi de parler du dessin. On sent dans le trait de Kazuki Takahashi une inspiration comics. Le jeu de cartes est à l'origine américain car c'est l'origine de Pegasus. On voit bien cette influence dans le design des monstres qui ne fait pas du tout japonais mais plutôt comics américain. On voyait déjà cette influence dans le passé avec certaines histoires comme celle de Zombir, mais l'auteur va faire des remarques en disant que certains monstres sont clairement là pour signer son amour aux comics américains. Avec Hellboy en tête, cette œuvre étant importante aux yeux de l'auteur. Je pourrais parler des affrontements, mais si vous avez été attentif, j'en ai pas mal parlé durant toute la vidéo, de l'évolution des affrontements, et donc de la mise en scène qu'a apporté l'auteur au fil des 38 volumes de sa série. Donc ça serait répétitif d'en reparler. Je vais plutôt parler du look des personnages qui, tout comme les monstres, ne fait pas très japonais. Yugi, avec son collier autour du cou, on est clairement sur quelque chose de plus gothique. Et plus le temps va passer dans la série, plus le look gothique va s'accentuer. Après l'arc de Pegasus, Yugi va remplacer la corde autour du puzzle du Millennium par une chaîne. Et juste avant l'arc de Battle City, il va une nouvelle fois rajouter des améliorations à son look gothique avec des bracelets. Je vais aussi prendre quelques minutes pour parler de l'évolution du style de l'auteur. Il faut savoir qu'après Yu-Gi-Oh!, soit en 2004, l'auteur a quasiment arrêté le manga. Il a juste scénarisé un manga intitulé Yu-Gi-Oh! Air qui se passe après Battle City et avant l'arc de l'Égypte ancienne. Puis il a supervisé les différents spin-offs animés et mangas de Yu-Gi-Oh! En 2011, il a sorti un artbook consacré à Yu-Gi-Oh! Qui est juste incroyable. En 2013, il a fait un one-shot pour le Jump. Et en 2016, il a dessiné 2 chapitres en prélude du film Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension. Et je tiens à revenir sur son artbook, où on voit le style actuel de l'auteur, et bon Dieu que c'est monstrueux. Si aujourd'hui il ressortait un manga avec ce style, je pense que beaucoup de gens deviendraient fous. Déjà, rien qu'à voir les nouvelles jaquettes de la nouvelle collection Yu-Gi-Oh! Qui sont donc avec ce style, ça rend de ouf. Bon Dieu que j'aimerais voir cet auteur réécrire un manga. Et maintenant, on va arriver à une partie qui va me faire un petit peu grincer des dents. On arrive à la partie où je vais parler des différentes adaptations animées de Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui l'ignorent, Yu-Gi-Oh! A été adapté une première fois en 98. La série a adapté les 7 premiers tomes du manga. Les fameux 7 premiers tomes hyper violents et hyper sombres. Et cette saison n'a jamais dépassé la frontière nippone. En 2000, le studio Gallop, aujourd'hui le studio derrière tous les animés Yu-Gi-Oh!, a entrepris d'adapter à nouveau le manga de Kazuki Takahashi, mais en ne gardant que l'aspect duel de monstres, animé qui a ensuite été traduit par 4Kids. Je tiens à le dire tout de suite, l'anime Yu-Gi-Oh! A aseptisé le manga, puis 4Kids a lui-même censuré l'anime, si bien qu'au final,
tous ceux qui, comme moi, ont découvert Yu-Gi-Oh! Avec l'animé sur M6 en VF, on a une version dégueulasse, totalement différente du manga. C'est comme si l'auteur avait fait un coca, que le studio d'animation avait enlevé le goût et la couleur du coca, et que 4Kids avait enlevé le sucre et le pétillant. À la fin, il reste de l'eau. Mais tout n'est pas non plus ajouté dans la série, comme par exemple, je l'ai dit, le duel inédit entre Yugi et Joey à la fin du royaume des duelistes, il est cool, tout comme la petite finale entre Joey et Kaiba. Mais ces deux duels, c'est un petit peu la petite cerise sur le gâteau. Un gâteau qui, on va le dire, n'est pas hyper bon. Parce que dans le manga, beaucoup de personnages meurent, ou il leur arrive des trucs dégueux. Le nombre est tel qu'il faudrait une vidéo entière pour traiter du sujet. En attendant cette possible vidéo, voici une petite sélection. Bakura a son anneau qui lui colle à la peau. Littéralement. Bandiken, après son duel contre Joey, il se suicide. Ou en tout cas, on lui force un peu la main. Pegasus, à la fin de son arc, il est laissé pour mort. Alors que dans l'animé, il est sous-entendu qu'il a survécu à son arrachage d'œil. Les spin-offs et les suites de l'animé confortent cette idée, alors que dans le manga et son spin-off Yu-Gi-Oh! R, il est réellement mort. Ah, les spin-offs. Pour ceux qui l'ignoraient, Yu-Gi-Oh! A continué à vivre à travers de nombreux spin-offs. Clairement, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Par contre, en bonus de cette vidéo, je vais sortir un truc un peu plus simple, un peu moins travaillé, où je donnerai mon avis sur toutes les séries Yu-Gi-Oh! À ce jour, donc de JX à Reigns. Passons au film, il y en a 4 au total. Le premier film est produit par la Toei, ceux à l'origine de la première série. La fameuse série qui date les premiers tomes. On reste donc dans le ton de cette série. Avec une histoire centrée sur le jeu de cartes, et plus exactement sur une carte en particulier. Le dragon noir aux yeux rouges. Ah, vous l'avez pas vu venir. Le second film, La Pierre de Lumière, est une suite à l'animé, donc je vais pas en parler, surtout qu'Étagère a fait une vidéo dessus, et clairement, oubliez ce film. Le troisième film, Réunis au-delà du temps, c'est un film anniversaire, qui réunit les héros des 3 premières séries, Yugi, Jaden et Yusei. Pareil, je vais pas en parler plus que ça, surtout que ça a un lien avec l'histoire de 5D. Enfin, le dernier film sorti en 2016, The Dark Side of Dimension. Lui, il est intéressant car il est canon. Le film est supervisé par l'auteur en personne qui, comme je l'ai dit, dans la partie consacrée au dessin, a même ressorti sa trousse à dessin pour l'occasion. Ce film est censé être une suite quelques années après la fin du manga. Vous pouvez le voir après avoir fini l'animé, mais il y a pas mal de petits clins d'œil au manga que vous ne pigerez absolument pas. Comme le père de Duke Devlin, absent de l'animé. Et en quelques mots, parce que je vais pas m'attarder plus que ça sur le film, il est épique, une animation aux petits oignons, des OST marquantes. Ils ont réussi à relancer le personnage de Kaiba, qui après Battle City avait conclu son arc narratif. Par contre, c'est dommage que Joey n'ait pas un seul match. Avant de conclure... Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. Et pour ça, je vais sortir ma carte maîtresse. Je vais sortir... Exodia! En conclusion, Yu-Gi-Oh! Avec Pokémon, Beyblade ou encore, pour ceux qui s'en souviennent, Duel Master, ça fait partie, pour les gens de ma génération, de ces séries récréation. Des séries qu'on voyait à la télévision, dont on avait des produits dérivés et dont on pouvait reproduire plus ou moins les affrontements pour de vrai dans la cour de récré. Avec le temps, Yu-Gi-Oh! C'est devenu plus le produit dérivé du jeu de cartes qu'un manga. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, car je suis sûr qu'il y a certains joueurs qui n'ont absolument pas vu ou lu le manga, mais qui jouent tout de même au jeu. Ça fait plaisir de voir toute une nouvelle génération jouer à Yu-Gi-Oh! Découvrir cette œuvre, mais en tant que fan du manga, ça m'attriste tout de même un tout petit peu que cette série, qui a marqué son époque, soit aujourd'hui totalement oubliée du public. Et je parle bien de la série,
et non pas de la licence. Elle est toujours aussi populaire. Il n'y a qu'à voir les tournois. L'année dernière, durant le tournoi français officiel, il y a une participation record avec plus de 1000 participants. C'est un record européen. Preuve que la licence de Kazuki Takahashi est toujours aussi populaire. Et j'aimerais réellement que les gens découvrent Yu-Gi-Oh! À travers le jeu de cartes et s'intéressent aussi au manga, car il est très bien. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais à l'origine, je t'ai pas venu pour faire une partie de Yu-Gi-Oh! À l'origine, je t'ai venu pour que tu répondes à mes questions au sujet de cette lettre. J'ai fait une critique sur Animal Kingdom et il y a une lettre qui est apparue. Une lettre de Scrabble, c'est la lettre A. Je sais pas ce que ça signifie, et je pense que toi, tu dois savoir. En même temps, je t'ai appelé, tu m'as dit que tu savais. Donc c'est sympa de jouer aux cartes, mais maintenant, je veux ma réponse. T'es vraiment un enculé.